Des oiseaux. Elle entendait des oiseaux. Allongée dans le noir, Fran écouta longtemps les oiseaux avant de comprendre qu'il ne faisait pas vraiment noir. Elle voyait une sorte de lumière rougeâtre qui bougeait, paisible, et lui faisait penser à son enfance, au samedi matin, quand il n'y avait pas d'école, pas de messe, le jour de la grasse matinée. Le jour où vous vous réveilliez tout doucement, à votre rythme. Vous restiez allongé, les yeux fermés, et vous ne voyiez rien d'autre qu'une ombre rougeâtre, le soleil du samedi, filtré par l'écran délicat des capillaires de vos paupières. Vous écoutiez les oiseaux perchés dans les vieux chênes, et vous sentiez peut-être l'odeur du sel marin, car vous vous appeliez Franz Goldsmith et vous aviez 11 ans, un samedi matin, à Ogunquit. Des oiseaux. Elle entendait des oiseaux. Mais ce n'était pas Ogunquit, c'était Boulder. Elle réfléchit longtemps dans l'obscurité rougeâtre et soudain se souvint de l'explosion. Une explosion? Stu! Ses yeux s'ouvrirent d'un coup. La terreur. Stu! Mais Stu était là, assis à côté de son lit. Stu, dont le bras était enveloppé dans une bande très blanche, dont la joue était marquée d'une profonde entaille qui commençait à sécher. Ses cheveux étaient à moitié brûlés, mais c'était bien Stu. Il était vivant auprès d'elle. Et quand elle ouvrit les yeux tout à coup, un grand soulagement éclaira son visage, et il dit « Oh, Fran, merci mon Dieu !»« Le bébé » murmura-t-elle. Sa gorge était sèche. Il la regardait avec des yeux vides, et une folle terreur s'insinua dans le corps de Franny, froide, engourdissante. « Le bébé » répéta-t-elle, en forçant les mots à franchir sa gorge râpeuse comme du papier de verre. « Je l'ai perdu ?» Cette fois, il avait compris. Il la prit maladroitement avec son bras valide. « Mais non, Franny, non, tu n'as pas perdu le bébé. » Alors elle se mit à pleurer des larmes brûlantes qui roulèrent le long de ses joues. Elle le serra farouchement contre elle, insensible à la douleur qui faisait hurler tous les muscles de son corps. Elle le serra contre elle. L'avenir pouvait attendre. Pour le moment, tout ce dont elle avait besoin se trouvait là, dans cette chambre baignée de soleil. Les chants d'oiseaux entraient par la fenêtre ouverte. « Raconte-moi tout, dit-elle plus tard. Le visage de Stu était fermé, alourdi par le chagrin et la peine. Fran, commença-t-il. Nick, demanda-t-elle. Elle avala sa salive et sa gorge fit un petit clic. J'ai vu un bras, reprit-elle. Il faudrait peut-être mieux attendre, dit Stu. Non, il faut que je sache, dit Fran. Dis-moi tout. 7 morts, dit Stu. Et nous avons sans doute eu de la chance, ça aurait pu être bien pire. Qui ça demanda Fran. Il lui prit maladroitement les mains. Nick, il y avait une baie vitrée, tu te souviens, et... Il s'arrêta un moment, regarda ses mains, puis leva les yeux vers Franny. On a pu l'identifier grâce à ses cicatrices. Il tourna la tête, Fran étouffa un sanglot. Et Suzanne, elle était encore dans la maison quand tout a sauté. Mais c'est impossible, dit Fran. Ah si, dit Stu. Et qui encore? Chad Norris, répondit Stu. Fran étouffa un nouveau sanglot. Une larme glissa du coin de son œil, et elle l'essuya machinalement. Eux trois, il ne restait plus qu'eux dans la maison. C'est un miracle. Brad dit qu'il y avait 8 ou 9 bâtons de dynamite dans le placard. Et Nick, il a presque... Oh, quand je pense qu'il avait sans doute la main sur cette boîte à chaussures. Arrête, dit Fran, on ne pouvait pas savoir. Ce n'est pas une grande consolation, dit Stu. L'explosion avait fait 4 autres victimes parmi ceux qui étaient arrivés en moto. Andrea Terminello, Dean Wyckoff, Dale Pedersen et une jeune fille du nom de Patsy Stone. Stu ne raconta pas à Fran que Pasty, qui apprenait à Léo à jouer de la flûte, avait été pratiquement décapité par un morceau du magnétophone Volansac de Glenn Batman. Fran hocha la tête, elle avait mal au cou. Dès qu'elle essayait de bouger, même un peu, tout son dos lui faisait atrocement mal. L'explosion avait fait 20 blessés. L'un d'eux, Teddy Weisack, l'homme du comité des inhumations, n'avait aucune chance de s'en sortir. 2 autres étaient dans un état critique. Un homme, Lévis Deschamps, avait perdu un œil, et Ralph 2 doigts de la main gauche. « Et moi, comment je m'en suis sorti ?» demanda Fran. « Plutôt bien, » répondit Stu. « Une lésion à la colonne vertébrale et une fracture du pied. Enfin, c'est ce que m'a dit George Richardson. L'explosion t'a projeté jusqu'au fond du jardin, et tu t'es cassé le pied quand le canapé est tombé sur toi. »
Le canapé? Tu ne te souviens pas demanda Stu. Je me souviens de quelque chose qui ressemblait à un cercueil rembourré. Ah, c'était le canapé, dit Stu. Je l'ai enlevé moi-même. J'étais fou de rage et un peu hystérique, j'ai l'impression. Larry est venu m'aider et je lui ai donné un coup de poing en pleine figure, tu vois le genre. Elle lui caressa la joue et il prit sa main dans les siennes. Je pensais que tu étais morte. Je me souviens que je me suis demandé ce que j'allais devenir si tu étais morte. Devenir fou, sans doute. Je t'aime. Il la serra, tout doucement, à cause de son dos, et ils restèrent ainsi un long moment. C'est Harold demanda-t-elle. Oui, et Nadine Cross. Ils nous ont fait du mal, répondit Stu. Ils nous ont fait beaucoup de mal, mais certainement pas autant qu'ils auraient voulu. Et si nous les rattrapons avant qu'ils soient trop loin à l'ouest. Il étendit ses mains devant lui, couvertes de plaies et de croûtes, puis il les referma d'un mouvement sec qui fit craquer les articulations. Les muscles de ses poignets se tendirent. Un sourire glacé apparut sur son visage, un sourire qui fit frissonner Fran. Elle le connaissait trop bien. « Oh, ne souris jamais comme ça, jamais, s'il te plaît. » Le sourire s'évanouit. « On ratisse les montagnes depuis l'aube, dis-tu, mais je ne pense pas qu'on les trouvera. Je leur ai dit de ne pas s'éloigner à plus de 80 kilomètres à l'ouest de Boulder, sous aucun prétexte. Et je suppose qu'Harold a été assez malin pour aller plus loin. Mais nous savons comment ils ont fait leur coup. Des explosifs branchés sur un talkie-walkie. » Fran ouvrit la bouche toute grande. Stu la regarda avec inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ton dos ?»« Non, répondit-elle. Elle comprenait maintenant ce que Stu aurait voulu dire. Nick avait la main sur la boîte à chaussures quand la dynamite avait explosé. Elle comprenait tout maintenant. D'une voix lente, elle lui parla des bouts de fil et de la boîte du talkie-walkie sous le baby-foot chez Harold. « Si nous avions fouillé toute la maison, au lieu de chercher simplement ce sale livre, nous aurions peut-être trouvé la bombe, dit-elle d'une voix étranglée par l'émotion. Et Nick et Suzanne seraient encore vivants. »« Oh, c'est pour ça que Larry avait l'air si abattu ce matin ?» demanda Stu. « J'ai cru que c'était parce que je lui avais donné un coup de poing. Mais Franny, comment auriez-vous pu savoir ?»« Mais nous aurions dû savoir, dit Fran. Elle se blottit au creux de son épaule. Des larmes encore, chaudes, brûlantes. Il la tenait, penché sur elle, dans une position incommode, car le moteur électrique du lit d'hôpital ne fonctionnait plus. « Je ne veux pas que tu te fasses de reproches, Franny. Personne, sauf un spécialiste peut-être, n'aurait pu comprendre en voyant simplement quelques bouts de fil et une boîte vide. S'ils avaient laissé quelques bâtons de dynamite ou une amorce, je ne dis pas, mais... Non, je ne te reproche rien, et personne dans la zone ne va rien te reprocher non plus. » Tandis qu'il parlait, deux choses se combinaient lentement dans la tête de Fran, comme à retardement. Il n'était plus que trois dans la maison, un miracle. Mère Abigail, elle est revenue, et elle est très mal. Il faudrait un miracle. Avec un petit gémissement, elle se releva un peu pour regarder Stu dans les yeux. « Mère Abigail, nous aurions tous été dans la maison quand la bombe a sauté, s'il n'était pas venu nous prévenir. »« Oui, on dirait bien un miracle, répondit Stu. Elle nous a sauvé la vie, même si... » Mais il n'en dit pas davantage. « Stu ?» fit Fran. « Oui, elle nous a sauvé la vie en revenant à ce moment-là, Fran. »« Mais est-ce qu'elle est morte ?» demanda Fran en lui serrant très fort la main. « Hein, Stu, est-elle morte ?»« Elle est revenue vers 8h moins le quart, dit Stu. Le petit gars de Larry Underwood la conduisait par la main. Il ne pouvait plus dire un seul mot. Tu sais que ça lui arrive quand il est énervé. Mais il l'a conduite chez Lucie. Et là, elle s'est effondrée par terre, dit Stu en secouant la tête. Mon Dieu, comment a-t-elle fait pour marcher aussi loin? Et qu'est-ce qu'elle a bien pu manger ou faire? Et je vais te dire quelque chose, Fran. Il y a bien plus dans le monde, et au-dessus du monde, que je le croyais quand j'étais à Arnett. Je crois que cette femme est envoyée par Dieu. Était envoyée par Dieu. Fran ferma les yeux. Elle est morte, c'est bien ça, pendant la nuit. Elle est revenue pour mourir. Non, elle n'est pas encore morte, dis-tu. Elle devrait l'être, et George Richardson dit qu'elle n'en a plus pour longtemps, mais elle n'est pas encore morte. Mais j'ai peur, ajouta-t-il en la regardant dans les yeux. Elle nous a sauvé la vie en revenant, mais j'ai peur d'elle, et j'ai peur de ce qui l'a ramenée ici. « Mais qu'est-ce que tu veux dire, Stu ?» demanda Fran. « Mère Abigail ne ferait pas de mal à... »« Mère Abigail fait ce que son Dieu lui dit de faire, la coupa Stu d'une voix tranchante.
Un dieu qui a tué son propre fils, à ce qu'on m'a dit. Oh, Stu fit Fran. Le feu qui brillait dans les yeux de Stu s'éteignit. Je ne sais pas pourquoi elle est revenue, ni si elle a encore quelque chose à nous dire, je n'en sais rien. Elle va peut-être mourir sans reprendre connaissance. George dit que c'est probable. Mais je sais que l'explosion, la mort de Nick, son retour, les gens ont perdu les œillères cette fois-ci, et tout le monde parle de lui. Ils savent que c'est Harold qui avait préparé le coup, mais ils croient que c'est lui qui l'a poussé à le faire. Et c'est aussi mon impression. Et beaucoup disent que c'est Flag qui a fait revenir Mère Abigail dans l'état où elle est. Moi, je n'en sais rien, je n'en sais vraiment rien, mais j'ai peur. J'ai l'impression que ça va mal tourner. Je n'avais pas cette impression jusqu'à présent, mais maintenant si. Et nous, lui dit-elle, d'une voix presque plaintive. Et nous, le bébé, nous sommes là. Il attendit longtemps avant de répondre, au point qu'elle crut qu'il n'allait rien lui dire. Oui, mais pour combien de temps? La nuit tombait ce jour-là, le 3 septembre, quand une petite foule commença à se diriger lentement, presque en flânant, vers la maison de Larry et de Lucie. Quelques solitaires, des couples, des groupes de trois. Ils s'asseyaient sur les marches des maisons qui portaient sur leurs portes le X d'Harold. Ils s'asseyaient sur les trottoirs, sur les pelouses sèches, roussies, après un long été. Ils parlaient peu ou à voix basse. Ils fumaient leurs cigarettes et leurs pipes. Brad Kitchener était là, un bras enveloppé dans un énorme bandage et soutenu par une écharpe. Candy Jones aussi, et Rich Moffat, armé de 2 bouteilles de Black Velvet au fond d'une sacoche de livreur de journaux. Norman Kellogg s'assit à côté de Tommy Geringer, ses manches de chemise retroussées pour montrer ses biceps bronzés constellés de taches de rousseur. Le jeune Geringer remonta lui aussi ses manches pour imiter Norman. Assis sur une couverture, Harry Dubarton et Sandy Duchien se tenaient par la main. Dick Volman, Chip Hobart et Tony Donahue, 16 ans, s'étaient installés un peu plus loin de la maison de Larry et se passaient une bouteille de Canadian Club qu'ils faisaient descendre avec du 7-Up tiède. Patty Kroger était assise avec Shirley Hammett, séparée d'elle par un panier de pique-nique. Un panier bien rempli, mais elle grignotait sans appétit. À 8 heures, la rue était pleine. Tout le monde regardait la maison. La moto de Larry était rangée devant, à côté de la grosse Kawasaki 650 de George Richardson. Larry les observait par la fenêtre de la chambre. Derrière lui, dans le lit qu'il partageait avec Lucie, Mère Abigail était couchée, inconsciente. L'odeur douceâtre qui sortait du nez congestionné de la vieille dame lui donnait envie de vomir, et il avait horreur de vomir, mais il refusait de s'en aller. C'était sa pénitence, pour avoir échappé à la mort alors que Nick et Suzanne n'étaient plus là. Il entendait des murmures derrière lui, autour du lit de mort. George allait bientôt s'en aller pour visiter ses autres patients à l'hôpital. Il n'y en avait plus que 16. 3 étaient déjà sortis, et Teddy Weisac était mort. Larry s'en était tiré sans une égratignure. Ce vieux Larry de toujours, celui qui garde sa tête alors que tous les autres autour de lui perdent la leur. L'explosion l'avait projeté dans un massif de fleurs de l'autre côté de l'allée du garage, mais il ne s'était pas fait une seule égratignure, pas une seule. Les débris pleuvaient autour de lui, mais rien ne l'avait touché. Nick était mort, Suzanne était morte, et lui n'avait même pas été blessé. Oui, Larry Underwood, ce vieux Larry qui ne changerait jamais. Veillée funèbre dans la maison, veillée funèbre dehors. 600 personnes facilement. Harold, tu devrais revenir avec une douzaine de grenades et terminer ton travail. Il avait suivi Harold à travers le pays, avait suivi sa piste de papier de chocolat et d'improvisations ingénieuses. Larry avait failli perdre ses doigts en essayant de se procurer de l'essence à Wells. Harold avait simplement défait le bouchon de la prise d'air pour siphonner. Harold avait été celui qui avait proposé que le nombre des membres des différents comités augmente en proportion de la population. Harold encore, qui avait proposé que le comité spécial soit élu en bloc. Harold si habile. Harold et son journal, Harold et son sourire. Stu pouvait bien dire que personne n'aurait pu deviner ce qu'Harold et Nadine étaient en train de faire avec ces bouts de fil de cuivre sur un baby-foot. Mais avec Larry, ce genre de raisonnement ne tenait pas. Il avait été le témoin de brillantes improvisations d'Harold. L'une d'elles était écrite sur le toit d'une grange, en lettres de plus de 5 mètres de haut, nom de Dieu. Il aurait pu deviner. L'inspecteur Underwood est très astucieux lorsqu'il s'agissait de dénicher des papiers de chocolat, mais beaucoup moins quand il était question de dynamite.
Plus exactement, l'inspecteur Underwood n'était qu'un con. Oh, Larry, si tu savais. La voix de Nadine. Si tu voulais, je te supplierais à genoux. Il y avait eu encore cette chance d'éviter le meurtre et la destruction, une chance dont il n'avait encore jamais osé parler à personne. La machine infernale était-elle déjà en marche à l'époque? Probablement. Si ce n'est le détail des bâtons de dynamite branchés au talkie-walkie, du moins une sorte de plan général. Oui, le plan de Flagg. Oh oui, Flagg était toujours dans les coulisses, le noir montreur de marionnettes qui tirait les ficelles d'Harold et de Nadine, de Charlie Impenning et de combien d'autres encore. Les gens de la zone allaient se faire un plaisir de lyncher Harold s'ils mettaient la main dessus, mais tout était l'œuvre de Flagg et de Nadine. Qui l'avait envoyé à Harold, sinon Flagg? Mais avant qu'elle n'aille vers Harold, elle était allée vers Larry, et il l'avait repoussée. Comment aurait-il pu dire oui? Il se sentait responsable de Lucie, une responsabilité qui l'avait emporté sur tout le reste, non pas seulement à cause d'elle, mais à cause de lui. Il avait compris qu'il aurait suffi d'un ou deux pas encore pour détruire en lui ce qu'il y avait de bon. C'est pour cela qu'il l'avait écarté, et sans doute Flagg était-il content de leur travail de la nuit précédente. S'il s'appelait vraiment Flagg. Oui, Stu était encore vivant, et il parlait au nom du comité. Il était la bouche que Nick ne pouvait utiliser. Glenn était vivant, lui aussi, et il était sans doute le plus grand aiguilleur du comité, mais Nick avait été son cœur, et Suzanne et Franny, sa conscience morale. Oui, tout bien compté, la soirée avait été bonne pour le salopard. Harold et Nadine méritaient une belle récompense lorsqu'ils arriveraient là-bas. Il s'éloigna de la fenêtre, son front lui faisait mal. Richardson prenait le pouls de Mère Abigail, Laurie s'occupait du goutte-à-goutte. Dick et Lys étaient debout devant le lit. À côté de la porte, assise, Lucie regardait Larry. « Comment va-t-elle » demanda Larry à George. « Pas de changement, » répondit le docteur. « Est-ce qu'elle va passer la nuit ?»« Je n'en sais rien, Larry, » répondit-il. La femme allongée sur le lit n'était plus qu'un squelette recouvert d'une mince peau couleur de cendre tendue à craquer. Elle semblait ne plus avoir de sexe. Elle avait perdu presque tous ses cheveux, ses seins avaient disparu. Sa bouche était grande ouverte, comme si sa mâchoire s'était décrochée, laissant s'échapper une respiration sifflante. Elle rappelait à Larry des photos qu'il avait vues des momies du Yucatan, flétries, desséchées, sans âge. Oui, c'est cela qu'elle était maintenant, non plus une mère, mais une momie. Il n'y avait plus que ce rauque soupir de sa respiration, comme une brise légère dans les chaumes. Comment pouvait-elle vivre encore? Quel dieu pouvait bien lui faire subir cette épreuve? Et pourquoi? C'était une farce, une horrible farce cosmique. George disait qu'il avait entendu parler de cas semblables, mais jamais aussi extrêmes, et qu'il n'aurait jamais cru en voir un de ses yeux. On aurait dit qu'elle se dévorait. Son organisme continuait à fonctionner alors qu'il aurait dû succomber depuis longtemps à la malnutrition. Pour se nourrir, elle dévorait sa propre chair. Lucie, qui avait déposé la vieille femme sur le lit, lui avait raconté à voix basse, presque émerveillée, qu'elle semblait ne pas peser plus lourd qu'un cerf-volant attendant une bouffée de vent pour s'envoler au loin, à tout jamais. Et la voix de Lucie s'éleva à côté de la porte. Ils sursautèrent tous. « Elle veut dire quelque chose !»« Mais elle est dans le coma, Lucie !» répondit Laurie d'une voix hésitante. « Et il y a peu de chances qu'elle reprenne connaissance. »« Si, elle est revenue pour nous dire quelque chose. Et Dieu ne va pas la laisser partir tant qu'elle ne l'aura pas fait. »« Mais quoi, Lucie ?» demanda Dick. « Je ne sais pas, mais j'ai peur de l'entendre. »« Je sais, la mort n'a pas fini, elle vient de commencer, et c'est de ça que j'ai peur. » Il y eut un long silence, puis George Richardson se décida à parler. « Je dois aller à l'hôpital. Laurie, Dick, je vais avoir besoin de vous. »« Vous n'allez pas nous laisser seuls avec cette momie ?» faillit dire Larry, mais il se mordit les lèvres. Ils s'avancèrent tous les trois vers la porte, et Lucie leur donna leur manteau. Il faisait à peine 15 degrés dehors, beaucoup trop frais pour faire de la moto en bras de chemise. « Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour elle ?» demanda Larry. « Lucie va s'occuper du goutte-à-goutte, répondit George, « et on ne peut rien faire d'autre. Vous voyez... » Mais il ne termina pas sa phrase. Naturellement, ils voyaient tous, là, sur le lit. « bonsoir, Larry, bonsoir, Lucie. » Et ils sortirent. Larry revint à la fenêtre. Dehors, tout le monde s'était levé. Vivait-elle encore? Était-elle morte ou mourante?
Guérie par la puissance de Dieu, avait-elle dit quelque chose? Il tressaillit lorsque Lucie le prit par la taille. « Je t'aime, dit-elle. » Il chercha son corps, l'approcha du sien, puis il baissa la tête et frissonna. « Oh oui, je t'aime, lui dit-elle calmement. « Ne te retiens pas, laisse-toi aller, Larry. » Et il pleura, des larmes aussi chaudes et dures que des balles de fusil. « Oh, Lucie !»« Chut !» fit-elle. Elle avait posé ses mains sur le creux de sa nuque, ses mains si douces. « Oh, Lucie, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et il pleurait, collé contre son cou. Elle le serrait de toutes ses forces, ne sachant pas encore. Et mère Abigail respirait en sifflant derrière eux, se cramponnant dans les abîmes de son coma. Georges remonta la rue très lentement, donnant partout le même message. « Oui, elle vit encore, mais le pronostic n'est pas bon. Il n'y a plus beaucoup d'espoir. Non, elle n'a rien dit. Vous devriez rentrer chez vous. S'il arrive quelque chose, on vous préviendra. » Lorsqu'ils arrivèrent au coin de la rue, ils accélérèrent en prenant la direction de l'hôpital. Le grondement de leur moto résonna entre les maisons avant de s'évanouir. Les gens ne rentrèrent pas chez eux. Ils restèrent là quelque temps, reprirent leur conversation, pesèrent et sous-pesèrent le moindre mot que Georges avait prononcé. Pronostic, qu'est-ce que ça veut dire? Coma? La mort du cerveau? Si son cerveau est mort, c'est fini. Inutile d'attendre qu'elle parle. Autant espérer qu'une boîte de petits pois se mette à causer. Peut-être, s'il s'agissait d'une situation naturelle. Mais il n'y a plus grand-chose de naturel ces temps-ci, vous ne croyez pas? Et ils se rassirent. La nuit tomba. Les lampes Coleman s'allumèrent dans la maison où la vieille dame attendait la mort. Ils allaient rentrer chez eux plus tard, chercher longtemps le sommeil. Et l'on se mit à parler avec hésitation de l'homme noir. Si mère Abigail mourait, est-ce que cela voulait dire qu'il était le plus fort? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Pas nécessairement. Oh, pour moi, c'est Satan, purement et simplement. Oh, l'Antéchrist, voilà ce que je pense, moi. Nous sommes en train de vivre l'Apocalypse, c'est bien clair. Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la fureur de Dieu. Oui, pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche que l'apôtre Jean voulait parler de la supergrippe. Oh, des conneries tout ça. On disait bien qu'Hitler était l'Antéchrist. Moi, si ces rêves reviennent, je vais me tuer. Dans le mien, je me trouvais dans une station de métro, et il était le poinçonneur, mais je ne pouvais pas voir sa figure. Mais j'avais peur. Je me suis mis à courir dans le tunnel, et je l'ai entendu, lui, qui courait après moi. Et il me rattrapait. Dans le mien, je descendais à la cave, chercher un pot de confiture aux fraises, et j'ai vu quelqu'un debout à côté de la chaudière. Simplement une forme, mais j'ai su que c'était lui. Les grillons commençaient à chanter. Les étoiles s'allumaient dans le ciel. On parla un peu de la fraîcheur de l'air, on continua à boire, pipes et cigarettes rougissaient dans le noir. J'ai entendu dire que les types de l'électricité ont commencé à éteindre les appareils électriques. Oh, tant mieux! Si on n'a pas bientôt de la lumière et de la chaleur, ça va être un sacré problème. Murmure de lèvres invisibles dans l'obscurité. J'ai l'impression que nous sommes en sécurité pour l'hiver, c'est presque sûr. Impossible qu'ils traversent l'école. Trop de neige, trop de voitures un peu partout. Mais au printemps... Et suppose qu'il ait des bombes atomiques. Bon, je m'en tamponne de tes bombes atomiques. Ou des avions. Et qu'est-ce qu'on devrait faire? Je ne sais pas. Moi non plus. Pas la moindre idée. Creuse un trou, saute dedans et rebouche tout. Vers 10 heures, Stu Redman, Glenn Batman et Ralph Brentner firent le tour des groupes, parlant à voix basse, distribuant des circulaires, demandant à tout le monde de donner le mot à ceux qui n'étaient pas là ce soir. Glenn boitait un peu, car un bouton de la cuisinière électrique lui avait arraché un bout de viande au mollet droit. Assemblée de la zone libre, auditorium Musinger, 4 septembre, 20 heures. Et ce fut le signal du départ. Les gens s'éloignèrent silencieusement dans la nuit. La plupart emportèrent avec eux leurs circulaires, mais quelques-uns les froissèrent et les jetèrent dans le caniveau. Tous rentrèrent chez eux pour dormir un peu, ou peut-être rêver. L'auditorium était plein à craquer, mais extrêmement silencieux lorsque Stu ouvrit la séance le lendemain soir. Larry, Ralph et Glenn étaient assis derrière lui. Fran avait essayé de se lever, mais son dos lui faisait encore trop mal. Peu superstitieux, Ralph lui avait bricolé une installation pour qu'elle écoute les débats sur un talkie-walkie. « Nous devons parler de plusieurs choses, » dit Stu avec un calme étudié. «
Je suppose que tout le monde a entendu parler de l'explosion qui a tué Nick, Suzanne et les autres. Je suppose que tout le monde sait aussi que Mère Abigail est revenue. Nous devons parler de tout ça, mais nous voulions d'abord vous donner de bonnes nouvelles. Je vais donner la parole à Brad Kirchner. Brad ?» Brad s'avança vers le podium, beaucoup moins nerveux que l'avant-veille. Des applaudissements distraits le saluèrent, et arrivé sur l'estrade, il se retourna vers le public, empoigna le micro à deux mains et dit simplement « Nous aurons de l'électricité demain !» Cette fois, les applaudissements furent nettement plus nourris. Brad leva les bras, mais les applaudissements ne voulaient pas cesser. Ils durèrent encore au moins 30 secondes. Plus tard, Stu dit à Franny qu'en d'autres circonstances, Brad aurait probablement été porté en triomphe comme un footballeur qui vient de marquer le but décisif du championnat dans les 30 dernières secondes du match. On était si près de la fin de l'été que Brad avait effectivement réussi de justesse. Les applaudissements finirent cependant par s'éteindre. « Nous allons tout remettre en marche à midi et je voudrais que tout le monde soit chez soi. » Pourquoi ? Pour 4 choses. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, c'est important. Premièrement, chez vous, éteignez les appareils électriques et les lumières. Deuxièmement, faites la même chose dans les maisons vides à côté de la vôtre. Troisièmement, si vous sentez une odeur de gaz, fermez tous les appareils qui pourraient être en marche. Et quatrièmement, si vous entendez une sirène de pompiers, dirigez-vous vers l'endroit d'où vient le bruit, mais allez-y doucement, sans vous précipiter. Ce n'est pas le moment de vous casser le cou dans un accident de moto. Avez-vous des questions ? Plusieurs questions furent posées, toutes déjà couvertes par ce que venait de dire Brad. Il y répondit patiemment. Le seul signe de nervosité qu'on pouvait déceler en lui était qu'il ne cessait de torturer son petit carnet noir. Quand plus personne n'eut de questions à poser, Brad reprit la parole. « Je voudrais remercier tous ceux qui se sont donné un mal de chien pour faire repartir la centrale. Je voudrais rappeler au comité de l'énergie électrique qu'il n'a pas terminé son travail. Des lignes vont casser et on va avoir des pannes. Il faudra aussi aller chercher du mazout à Denver. J'espère que vous continuerez tous à donner un coup de main. Monsieur Glenn Batman dit que nous pourrions être 10 000 quand la prochaine neige va tomber, et beaucoup plus encore au printemps prochain. Il faudra remettre en service les centrales de Longmont et de Denver avant la fin de l'année prochaine. « Ah, c'est pas la peine si le cinglé débarque !» cria quelqu'un au fond de la salle. Pendant un moment, ce fut un silence de mort. Le teint cireux, Brad se cramponnait au micro. « Il ne va pas pouvoir terminer, pensa-tu ?» Puis Brad reprit, d'une voix étonnamment posée. « Moi, je m'occupe de l'électricité. C'est tout ce que je peux répondre à celui qui vient de dire ça. Mais j'ai bien l'impression que nous serons ici longtemps après que cet autre type sera mort et enterré. Si je pensais le contraire, je m'amuserais à faire des bobinages dans son camp. Moi, j'en ai rien à foutre de cette merde de type. » Et Brad descendit du podium, et quelqu'un hurla dans la salle. « T'as drôlement raison !» Cette fois, les applaudissements crépitèrent furieusement, presque sauvages, mais Stu y décela une note qui ne lui plut pas beaucoup. Et il dut se servir plusieurs fois de son marteau de président pour obtenir le silence dans la salle. « S'il vous plaît, le point suivant de l'ordre du jour. »« Mais on s'en tamponne de ton ordre du jour !» hurla une jeune femme d'une voix stridente. « Il faut parler de l'homme noir, il faut parler de Flag. On attend depuis trop longtemps. » Rugissements d'approbation, quelques cris de protestation, des murmures aussi à propos du vocabulaire de la jeune femme. Stu frappa si fort sur la table que la tête de son marteau vola en l'air. « Nous sommes en assemblée ici !» cria-t-il. « Vous pourrez dire tout ce que vous voulez, mais tant que je préside cette assemblée, je veux de l'ordre !» Il cria si fort le dernier mot que les haut-parleurs se mirent à siffler partout dans l'auditorium. « Et maintenant, reprit Stu d'une voix grave et calme, il faut vous informer de ce qui s'est passé chez Ralph dans la nuit du 2 septembre. Je pense que c'est à moi de le faire, puisque vous m'avez élu pour maintenir l'ordre dans la ville. » Le silence était revenu, mais comme les applaudissements qui avaient salué la fin de l'intervention de Brad, ce silence n'était pas du goût de Stu. Les gens se penchaient en avant, tendus, avides, et Stu se sentait nerveux, déconcerté, comme si la zone libre avait changé radicalement en 48 heures et qu'il ne sut plus vraiment ce qu'elle était. Il se sentait comme ce jour où il cherchait la sortie du centre épidémiologique de Stovington, comme une mouche qui se débat dans la toile d'une araignée invisible. Tant de visages inconnus dans cette salle, tant d'étrangers. Mais ce n'était pas le moment d'y penser. Il raconta brièvement les événements qui avaient précédé l'explosion, sans parler cependant du pressentiment que Fran avait eu à la dernière minute.
Dans l'état d'esprit où ils étaient, inutile de leur en dire plus qu'il ne fallait. Hier matin, dis-tu, Brad, Ralph et moi, nous sommes allés fouiller dans les décombres pendant plus de 3 heures. Nous avons trouvé ce que nous croyons être les restes d'une bombe artisanale branchée à un talkie-walkie. Les bâtons de dynamite étaient probablement cachés dans le placard du salon. Bill Scallon et Ted Frampton ont trouvé un autre talkie-walkie au Cirque Sunrise. Nous supposons que l'explosion a été télécommandée de là-bas. « Au cul, les suppositions !» hurla Ted Frampton à la 3e rangée. « C'est ce salaud de Lauder et sa petite putain !» Un murmure courut dans la salle. « Et ce sont des bons ? Ils se foutent comme de l'an 40 de Nick et de Suzanne, de Chad et des autres. Ils sont déchaînés, ils ont soif de sang. Ils ne pensent qu'à attraper Harold et Nadine pour les pendre, comme un porte-bonheur contre l'homme noir. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Glenn. Le professeur haussa imperceptiblement les épaules avec un petit sourire cynique. « Si quelqu'un se met encore à crier sans avoir la parole, je suspends la séance. Et vous n'aurez qu'à discuter dans votre coin. Nous ne sommes pas à la foire, quand même. Si nous ne respectons pas le règlement, où allons-nous » Ted Frampton le regardait, furieux, mais Stu soutint son regard. Au bout d'un moment, Ted baissa les yeux. « Oui, nous soupçonnons Harold Lauder et Nadine Cross, reprit Stu. Nous avons de bonnes raisons de le faire, mais nous n'avons découvert aucune preuve formelle, et j'espère que vous ne l'oublierez pas. » Une vague de murmures monta, puis retomba. « Si je vous dis ça, c'est que s'ils revenaient dans la zone, je veux qu'on me les amène. Je les mettrai en tôle, et Hal s'occupera d'organiser le procès. Un procès, c'est-à-dire qu'ils pourront donner leur version de l'histoire, s'ils en ont une. Nous sommes censés être les bons, je vous rappelle. Nous savons tous où sont les méchants. Si nous sommes les bons, nous devons nous comporter comme des gens civilisés. » Il les regarda, plein d'espoir, mais ne vit devant lui que de l'étonnement, de la colère. Stuart venait de voir 2 de ses meilleurs amis voler jusqu'en enfer, disaient ses yeux, et il prenait parti pour les coupables. « Je pense qu'Harold et Nadine ont fait le coup, » continuait Stu. « Mais nous devons faire les choses comme il faut, et je suis là pour ça. » Plus de 1000 paires d'yeux le transperçaient, et derrière ses yeux, il devinait la même pensée. « Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ils sont partis à l'ouest. Et tu fais comme s'ils étaient partis en forêt, regarder des petits oiseaux. » Stu avait la gorge sèche. Il se versa un verre d'eau, son goût insipide lui fit faire la grimace. « Oh, c'est tout pour le moment, » reprit-il avec lassitude. « Nous devrons nommer de nouveaux membres pour le comité. Nous n'allons pas nous en occuper ce soir, mais vous devriez tous y réfléchir. » Une main se leva dans la salle. « Allez-y, dit Stu. Donnez votre nom pour que tout le monde sache qui vous êtes. »« Je m'appelle Sheldon Jones, » répondit un homme en chemise de laine. « Pourquoi ne pas s'en occuper ce soir ? Moi, je propose Ted Frampton. »« Oui, je suis d'accord, » hurla Bill Scallon. « Magnifique !» Ted Frampton leva les mains au-dessus de sa tête comme un boxeur. Quelques applaudissements clairsemés s'élevèrent, et Stu sentit à nouveau le découragement s'emparer de lui. Ils allaient remplacer Nick par Ted ? La plaisanterie n'était vraiment pas très drôle. Ted avait tâté quelques jours du comité de l'énergie électrique, mais il avait trouvé qu'il y avait trop de travail. Ensuite, il était passé au comité des inhumations, qui semblait mieux lui convenir. Mais Chad avait dit à Stu que Ted était un de ces types parfaitement capables de prolonger d'une bonne heure une pause café et de transformer un déjeuner en un congé d'une demi-journée. Hier, il s'était empressé de partir avec les autres à la recherche d'Harold et de Nadine, sans doute pour se changer les idées. Scanlon et lui étaient tombés sur le talkie-walkie par pur hasard, ce que Ted avait d'ailleurs reconnu, mais depuis, Ted se prenait un peu pour le coq du poulailler. Une fois de plus, le regard de Stu croisa celui de Glenn, et Stu vit une lueur cynique dans les yeux du prof, confirmée par la moue méprisante qu'esquissait sa bouche. C'est peut-être le moment d'utiliser un petit truc à la Harold ? Un mot que Nixon avait utilisé bien souvent lui revint tout à coup à l'esprit. Il comprenait maintenant la raison de son découragement, la raison de cette incertitude qu'il sentait l'envahir. Et ce mot était « mandat ». Ils n'avaient plus de mandat. Leur mandat s'était envolé 2 jours plus tôt, dans un éclair et un rugissement de tonnerre. « Tu sais peut-être ce que tu veux, Sheldon, » reprit Stu, « mais je suppose que les autres voudraient avoir le temps de réfléchir. Je pose la question. Ceux parmi vous qui veulent élire de nouveaux représentants ce soir, levez la main. » De nombreuses mains se levèrent. Ceux qui voudraient avoir une semaine pour y réfléchir, levez la main. Cette fois, les mains furent plus nombreuses, mais pas beaucoup.
Beaucoup s'étaient abstenus, comme si la question ne les intéressait pas. Bon, d'accord, nous allons nous réunir ici, dans l'auditorium Musinger, dans une semaine, le 11 septembre, pour recevoir les candidatures et élire 2 nouveaux membres du comité. Pas terrible comme épitaphe, Nick, je regrette. Le docteur Richardson est ici pour vous parler de Mère Abigail et des personnes qui ont été blessées dans l'explosion. Docteur, s'il vous plaît. Richardson s'avança, au milieu d'applaudissements nourris. Il essuya ses lunettes, puis annonça que l'explosion avait fait 9 morts et que l'état de 3 blessés était encore critique, que 2 étaient dans un état grave et 8 dans un état satisfaisant. Compte tenu de la puissance de l'explosion, disait-il, je crois que nous avons eu de la chance. Et maintenant, Mère Abigail. Ils se penchèrent tous pour mieux l'entendre. Je pense qu'une déclaration très courte et une brève explication devraient suffire. La déclaration est celle-ci, je ne peux rien faire pour elle. Un murmure parcourut la foule. Les gens étaient déçus, mais pas vraiment surpris. Des membres de la zone qui étaient ici avant son départ m'ont dit qu'elle affirmait avoir 108 ans. Je ne peux pas le confirmer formellement, mais c'est certainement la personne la plus âgée que j'ai jamais vue et soignée. On me dit que son absence a duré 2 semaines, et je suppose, je devine, qu'elle a dû très mal manger pendant tout ce temps-là. Racines, herbes ou ce genre de choses. Elle n'a été qu'une seule fois à la selle depuis son retour, reprit-il après une pause. Les matières fécales, très peu abondantes, contenaient beaucoup de brindilles et de petits bâtonnets. Mon Dieu, murmura quelqu'un, sans qu'on puisse savoir si la voix appartenait à un homme ou à une femme. L'un de ses bras présente de multiples lésions cutanées causées par le sumac vénéneux. Ses jambes sont couvertes d'ulcérations qui suppureraient certainement si son état n'était pas si... « Eh, vous allez encore continuer longtemps » hurla Jack Jackson, blanc, furieux, misérable. « Vous ne pourriez pas la respecter un peu ?»« Il n'est pas question de respect ici, Jack, » répondit le docteur. « Je ne fais que vous décrire son état. Elle est dans le coma, elle souffre de malnutrition, et surtout, elle est très très âgée. Je pense qu'elle va mourir. S'il s'agissait de quelqu'un d'autre, je dirais que c'est absolument sûr et certain. Mais comme vous tous, j'ai rêvé d'elle et de l'autre. » Un murmure dans la salle, comme une brise passagère, et Stu sentit les poils de sa nuque se hérisser. Pour moi, des rêves aussi opposés me paraissent être de nature mystique. Le fait qu'ils nous soient communs à tous semblerait indiquer un phénomène d'ordre télépathique, au minimum. Mais je ne m'étendrai pas sur la parapsychologie, ni sur la théologie, pas plus que je ne parle de respect, et pour la même raison. Je ne suis pas compétent dans ces domaines. Si cette femme est envoyée par Dieu, il peut décider de la guérir, mais moi, j'en suis incapable. J'ajouterai que le fait qu'elle soit encore vivante me paraît être une sorte de miracle. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Avez-vous des questions ? Aucune. Ils le regardaient, bouleversés, certains pleuraient. Merci à vous, dit George, qui retourna s'asseoir dans un océan de silence. C'est à vous, murmura Stu à l'oreille de Glenn. Très à l'aise, Glenn s'approcha du podium sans se présenter et se pencha vers le micro. Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais pas de l'homme noir. À nouveau, un murmure dans la salle. Plusieurs firent instinctivement le signe de croix. Près de l'allée gauche, une vieille femme effleura rapidement ses yeux, sa bouche et ses oreilles, en une étrange imitation du geste que faisait Nick avant de recroiser ses mains sur son gros sac de cuir noir. Les membres du comité ont abordé la question à huis clos, continuait Glenn d'une voix calme et neutre. Et nous nous sommes demandé si nous devions l'aborder en public. On a dit que personne dans la zone ne semblait vraiment vouloir qu'on en parle, pas après ces cauchemars que nous avons tous eus en venant ici. Qu'il nous fallait peut-être une période de récupération, mais je crois que le moment est venu d'aborder la question, de la mettre en pleine lumière, pour ainsi dire. Vous avez tous entendu parler des portraits robots qu'utilisaient les services de police pour identifier les criminels à partir de différents témoignages. Dans le cas qui nous occupe, nous n'avons pas de visage, mais nous disposons d'une série de souvenirs qui constituent au moins une esquisse de ce qu'est notre antagoniste. J'en ai parlé à de nombreuses personnes, et je voudrais maintenant vous présenter mon portrait robot. Silence dans la salle. L'homme semble s'appeler Randall Flagg, même si certains lui donnent le nom de Richard Fry, Robert Fremont ou Richard Fremantle. Les initiales RF pourraient avoir une signification, mais si c'est le cas, aucun des membres du comité de la zone libre ne sait ce qu'elles veulent dire. Sa présence, au moins dans les rêves, produit une sensation d'inquiétude, d'angoisse, de terreur et d'horreur. On m'a dit et répété
que la sensation physique qui est associée à lui est celle du froid. Nombreux hochements de tête. Un bourdonnement nerveux de conversation s'éleva. Stu eut l'impression de petits garçons qui viennent de découvrir le sexe, qui comparent leurs expériences et qui découvrent tout énervés qu'ils placent tous le réceptacle à peu près au même endroit. Il mit sa main devant sa bouche pour dissimuler son sourire et se dit qu'il faudrait absolument en parler plus tard à Fran. Flag est à l'ouest, reprit Glenn. Certains l'ont vu à Las Vegas, d'autres à Los Angeles ou à San Francisco, même à Portland. Certains, dont Mère Abigail, prétendent que Flag crucifie ceux qui s'écartent du droit chemin. Tous paraissent croire qu'une confrontation se prépare entre cet homme et nous, et que Flag n'hésitera devant rien pour nous abattre. Ce qui veut dire bien des choses, blindés, armes nucléaires peut-être, ou une autre épidémie. « Attends que je mette la main sur ce sale porc !» cria Rich Moffat d'une voix perçante. « C'est moi qui vais lui en foutre une sacrée bonne dose d'épidémie !» Des éclats de rire saluèrent son intervention, et Rich salua la salle. Glenn souriait. Il avait passé le mot à Rich une demi-heure avant l'assemblée, et Rich s'en était admirablement bien tiré. Le vieux prof avait raison sur un point, découvrais-tu. Dans une grande réunion, il est souvent utile d'avoir étudié la sociologie. « Bien, merci, Rich, » dit Glenn. « Je viens de vous dire ce que j'ai appris de lui. Mais une dernière chose. Je crois que Stu a raison de vous dire que nous devons traiter Harold et Nadine d'une manière civilisée si nous mettons la main dessus. Mais comme lui, je ne pense pas que ce soit probable. Et je crois moi aussi qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait sur les ordres de Flag. » Les mots du professeur résonnèrent dans la salle. « Il nous faut nous occuper de cet homme, » reprit Glenn. « George Richardson vous a dit que le mysticisme n'est pas son domaine, et ce n'est pas le mien non plus. Mais je peux vous dire ceci. Je pense que cette vieille femme, qui est en train d'agoniser, représente les forces du bien, de la même manière que Flag représente les forces du mal. Je pense que la puissance qui dirige cette femme s'est servie d'elle pour nous rassembler ici. Je n'imagine pas que cette puissance veuille nous abandonner. Peut-être devrions-nous en parler, peut-être devrions-nous dire ce que nous avons sur le cœur à propos de ces cauchemars. Peut-être devrions-nous commencer à penser à ce que nous allons faire à propos de cet homme. Mais une chose est sûre, il ne pourra pas arriver tout simplement dans cette zone au printemps prochain pour s'en emparer. Il ne le pourra pas si nous sommes tous prêts à monter la garde. Je rends la parole à Stu, qui va diriger la discussion. » Sa dernière phrase se perdit dans un tonnerre d'applaudissements, et Glenn retourna s'asseoir, très satisfait. Il leur avait fouetté les sangs, ou était-il plus exact de dire qu'il avait fait vibrer leurs cordes sensibles? Aucune importance, en vérité. Ils n'avaient pas vraiment peur, c'était surtout de la colère qu'ils ressentaient. Ils étaient prêts à relever un défi, même s'ils risquaient d'être un peu moins ardents en avril prochain, lorsqu'un long hiver les aurait refroidis. Et surtout, ils étaient prêts à parler. Pour parler, ils le firent, pendant les 3 heures qui suivirent. Certains partirent à minuit, mais pas beaucoup. Comme Larry l'avait prévu, rien de bien concret ne sortit de la réunion. Quelques propositions plutôt folles, un bombardier ou des armes nucléaires pour la zone, une conférence au sommet et un commando d'intervention. Très peu d'idées pratiques, en clair. Durant la dernière heure, beaucoup racontèrent leurs cauchemars sans que les autres paraissent se fatiguer de ces récits. Stu se souvint une fois encore de ces interminables discussions sur le sexe auxquelles il avait participé, surtout comme auditeur, du temps de son adolescence. Glenn était étonné et fort encouragé de voir qu'ils étaient de plus en plus disposés à parler, de constater que la morne indifférence du début de l'assemblée s'était maintenant transformée en une atmosphère chargée d'excitation. Une catharsis collective, trop longtemps attendue, se produisait enfin. Et lui aussi pensa au sexe, mais d'une manière différente. Ils parlent comme des gens, pensa-t-il, qui ont trop longtemps gardé pour eux leurs petits secrets, leur culpabilité, leur insuffisance, pour découvrir ensuite, lorsqu'ils les verbalisent, que ces choses ne sont pas aussi épouvantables qu'ils le croyaient. En récoltant au cours de ce débat marathon la terreur secrète semée dans le sommeil, cette terreur se laissait apprivoiser un peu. Peut-être même pouvait-elle se laisser conquérir. L'assemblée prit fin à 1h30, et Glenn sortit avec Stu, heureux pour la première fois depuis la mort de Nick. Il sentait qu'il venait de faire les premiers pas vers ce champ de bataille qui les attendait. Il était rempli d'espoir. L'électricité revint le 5 septembre, comme Brad l'avait promis.
La sirène, installée sur le toit du palais de justice, se mit à hurler, semant la panique parmi les gens qui se promenaient dans la rue et qui levèrent les yeux vers le ciel d'un bleu limpide, persuadés qu'ils allaient voir apparaître les avions de l'homme noir. Certains coururent se réfugier dans leur cave, où ils restèrent jusqu'à ce que Brad découvre qu'un interrupteur défectueux avait fait partir la sirène. Penauds, les gens sortirent de leurs abris. Un incendie fut causé par un court-circuit rue Willow. Une dizaine de pompiers volontaires accoururent sur les lieux et le maîtrisèrent rapidement. Le couvercle d'un transformateur souterrain sauta à plus de 10 mètres de haut, à l'angle de Broadway et de Walnut, avant de retomber sur le toit d'un magasin de jouets comme la pastille d'un gigantesque jeu de puces. Il n'y eut qu'une seule victime durant cette journée que la zone allait appeler plus tard le jour de l'électricité. Pour une raison inconnue, un atelier de carrosserie automobile explosa rue Perle. Rich Moffat était assis sur le trottoir d'en face, une bouteille de Jack Daniels dans sa sacoche de livreur de journaux. Un morceau de tôle ondulé le tua sur le coup, mettant un point final à sa carrière de briseur de vitrines. Stu était avec Fran lorsque les tubes fluorescents se mirent à bourdonner au plafond de la chambre d'hôpital. Il les regarda clignoter, clignoter et clignoter, puis s'allumer enfin. Et il resta à les regarder près de 3 minutes, incapable de détourner les yeux. Quand il se retourna vers Franny, elle avait les yeux remplis de larmes. Fran, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal? Oh, c'est Nick, répondit-elle. Ça me fait tellement de peine que Nick ne soit pas là pour voir la lumière. Prends-moi dans tes bras, Stu. Je veux prier pour lui, si je peux. Je veux essayer. Il la prit dans ses bras, mais il ne sut pas si elle priait ou non. Soudain, il sentit que Nick lui manquait beaucoup et que sa haine pour Harold Lauder n'avait fait que grandir. Fran avait raison. Harold n'avait pas seulement tué Nick et Suzanne, il leur avait volé leur lumière. Franny pleurait. « Chut, Franny, chut !» fit Stu. Mais elle pleura longtemps. Quand elle s'arrêta enfin, il appuya sur un bouton pour soulever son lit et alluma la lampe de chevet pour qu'elle puisse lire. Stu sentit qu'on le secouait. Il se réveilla, mais il lui fallut longtemps pour sortir totalement de son sommeil. Son esprit passait lentement en revue toute une liste apparemment interminable des personnes qui pouvaient vouloir le priver de son sommeil. Sa mère, qui lui disait qu'il était temps de se lever, d'allumer le poêle et de s'habiller pour l'école. Manuel, le videur de ce minable petit bordel de Nuevo Laredo, qui lui disait qu'il en avait eu pour ses $20 et qu'il devait allonger encore 20 bifetons s'il voulait rester toute la nuit. Une infirmière, en combinaison spatiale, qui voulait lui faire une prise de sang et un prélèvement dans la gorge. Franny ou Randall Flagg. Ce dernier nom le réveilla comme une douche d'eau froide. Mais ce n'était pas lui ni les autres. C'était Glenn, accompagné de Kojak. « Vous n'êtes pas facile à réveiller, le Texan. Je dirais même que vous avez un sommeil de plomb. » Batman n'était qu'une vague silhouette dans le noir presque total. « Vous auriez pu allumer la lumière pour commencer, » dit Stu. « Oh, figurez-vous que j'ai totalement oublié, » répondit Glenn. Stu alluma la lampe, cligna des yeux comme une chouette et regarda son vieux réveil. Il était 3 heures moins le quart. « Qu'est-ce que vous faites ici, Glenn? Je dormais, au cas où vous ne l'auriez pas vu. » Ce n'est que lorsqu'il reposa le réveil sur la table de nuit qu'il le vit vraiment. Le professeur était pâle, il avait peur, il avait l'air vieux. De profondes rides creusaient son visage hagard. « Et qu'est-ce qui se passe? »« C'est mère Abigail, » dit Glenn. « Elle est morte? Oh non, Dieu me pardonne. Je souhaiterais presque qu'elle le soit. Non, elle s'est réveillée, et elle nous demande. »« Nous deux » demanda Stu. « Non, nous 5, » répondit Glenn. « Elle... » Sa voix était rauque. « Elle savait que Nick et Suzanne étaient morts, et que Fran était à l'hôpital. Mais comment? Je n'en sais rien. »« Et elle a demandé le comité » demanda Stu. « Oui, ce qui en reste, » répondit Glenn. « Elle est mourante, mais elle a quelque chose à nous dire, et je ne sais pas si j'ai vraiment envie de l'entendre. » Dehors, la nuit était fraîche, froide même. La noraque que Stu avait sortie du placard était confortable, et il remonta la fermeture jusqu'au menton. Au-dessus de lui, la lune glacée lui fit penser à Tom, qui devait revenir à la pleine lune pour leur dire ce qu'il avait vu. Mais elle n'était qu'à peine sortie de son premier quartier. Dieu seul savait où elle éclairait Tom, Dinah Jurgens et le juge Faris.
Dieu seul savait quelles choses étranges elle voyait ici. « Je suis d'abord allé réveiller Ralph, dit Glenn, et je lui ai dit de passer à l'hôpital pour amener Fran. Hein, si le médecin voulait qu'elle se promène, il l'aurait renvoyée chez elle, répondit Stu d'une voix bourrue. C'est un cas particulier, Stu, dit Glenn. Pour quelqu'un qui n'a pas envie d'entendre ce que la vieille dame veut nous dire, vous avez l'air drôlement pressé d'arriver là-bas. Oh, vous faites erreur, je crois, dit Glenn. La Jeep s'arrêta devant la maison de Larry à 3h10. Tout était éclairé. Plus de lampes à gaz maintenant, mais de bonnes vieilles ampoules électriques. Dans la rue, un lampadaire sur deux brillait aussi, pas simplement ici, mais dans toute la ville, et Stu les avait regardés fixement pendant tout le trajet dans la Jeep de Glenn, fasciné. Les derniers insectes d'été, engourdis par le froid, se heurtaient paresseusement contre les ampoules à vapeur de sodium. Au moment où ils descendirent de la Jeep, des phares apparurent au coin de la rue. C'était la vieille camionnette brinque-ballante de Ralph. Elle s'arrêta à quelques centimètres de la Jeep. Ralph sortit, et Stu s'avança rapidement vers la portière du côté du passager. Franny était assise derrière, le dos appuyé contre un coussin de canapé. « Salut, ma chérie, dit-il d'une voix douce. Elle lui prit la main, son visage faisait un ovale pâle dans le noir. « Est-ce que tu as très mal ?»« Oh, pas trop, répondit-elle. J'ai pris des comprimés, mais ne me demande pas de danser la gigue. » Stu l'aida à sortir de la camionnette, et Ralph lui prit l'autre bras. Ils virent tous les deux la grimace qu'elle fit en se mettant à marcher. « Est-ce que tu veux que je te porte ?» demanda Stu. « Oh non, ça va aller, dit Fran. « Mais tiens-moi par la taille, s'il te plaît. »« Oui, appuie-toi sur moi. »« Et marche doucement, » ajouta Ralph. « Les vieilles mémées ont du mal à galoper. » Ils traversèrent derrière la camionnette de Ralph, si lentement qu'on aurait difficilement pu dire qu'ils marchaient. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au trottoir, Stu vit Glenn et Larry debout à l'entrée qui les regardaient s'approcher. Dans la lumière, on aurait dit des silhouettes découpées dans du papier noir. « Qu'est-ce qui se passe d'après vous » demanda Franny. « Je ne sais pas, » répondit Stu en secouant la tête. Ils montèrent sur le trottoir. Franny souffrait beaucoup maintenant, et Ralph aida Stu à la faire entrer. Larry, comme Glenn, était pâle et inquiet. Il était vêtu d'un jean et d'une chemise boutonnée de travers qu'il avait oublié de rentrer dans son pantalon. Il portait des mocassins de très bonne qualité, dans lesquels il était pieds nus. « Je suis vraiment désolé d'avoir dû te faire venir, » dit Larry. « Je somnolais à côté d'elle. Nous la veillons à tour de rôle. Tu comprends ?»« Oui, je comprends, » répondit Fran. Mystérieusement, ces trois mots, « nous la veillons », la firent penser au salon de sa mère, dans une lumière plus douce, plus indulgente qu'autrefois. « Lucie s'était couchée depuis 1 heure à peu près, » dit Larry, « et je me suis réveillé tout d'un coup. Oh, Fran, est-ce que je peux t'aider ?» Fran secoua la tête et fit un effort pour sourire. « Non, non, ça va, continue, dit-elle. »« Et donc elle me regardait, » dit Larry. « Sa voix est très faible, mais on la comprend parfaitement. » Larry avala sa salive. Les 5 étaient maintenant debout dans le couloir. « Elle m'a dit, » reprit Larry, « que le Seigneur allait l'emporter chez lui au lever du soleil, mais qu'elle devait d'abord parler à ceux d'entre nous que Dieu n'avait pas emportés. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, et elle m'a répondu que Dieu avait emporté Nick et Suzanne. Elle savait. » Il poussa un étrange soupir et passa sa main dans ses longs cheveux. Lucie apparut au bout du couloir. « J'ai fait du café, dit-elle. Servez-vous quand vous voulez. »« Merci, chérie, » dit Larry. Lucie avait l'air indécise. « Est-ce que je dois venir avec vous, ou est-ce que vous devez être seul, comme pour une réunion du comité ?» Larry lança un regard à Stu. « Reviens, » répondit doucement Stu. « J'ai l'impression que ça n'a plus d'importance maintenant. » Ils se dirigèrent vers la chambre à coucher, lentement, à cause de Fran. « Elle va nous dire quoi faire, » dit Ralph d'une voix sombre. « Mère Abigail va nous dire, inutile de nous inquiéter. » Ils entrèrent, et les yeux brillants de mère Abigail se posèrent sur eux. Fran était au courant de l'état de la vieille femme, mais elle eut cependant un choc. Il ne restait plus d'elle qu'une enveloppe racornie de peau et de tendons qui lui collait aux os. Pas même une odeur de putréfaction et de mort prochaine dans la chambre, mais plutôt une odeur sèche de vieux grenier, non, une odeur de salon. La moitié de l'aiguille du goutte à goutte sortait de son bras, pour la simple raison qu'elle n'avait pas plus de place pour s'enfoncer. Les yeux n'avaient pas changé, chauds, aimables, humains.
Cependant, Fran sentait une sorte de terreur, pas exactement de la peur, mais quelque chose de plus religieux, un infini respect. Et était-ce cela? L'impression que quelque chose allait se produire, pas une catastrophe, mais comme si une terrible responsabilité était suspendue au-dessus de leur tête, telle une pierre. L'homme propose, Dieu dispose, pensa-t-elle. Assieds-toi, ma petite fille, murmura mère Abigail. Tu souffres beaucoup, à ce que je vois. Larry la conduisit vers un fauteuil, et Fran s'assit en poussant un soupir de soulagement, sachant pourtant qu'elle allait avoir mal au bout de quelques minutes. Mère Abigail la regardait toujours de ses yeux brillants. « C'est pour très bientôt, murmura-t-elle. Oui, dit Fran, mais comment... Chut, fit la vieille femme. Un profond silence tomba dans la chambre. Fasciné, hypnotisé, Fran contemplait la vieille femme qui avait vécu dans leurs rêves avant d'entrer dans leur vie. « Regarde par la fenêtre, ma petite fille. » Fran tourna les yeux vers la fenêtre, devant laquelle Larry se trouvait 2 jours plus tôt, observant les personnes rassemblées dans la rue. Ce ne fut pas le noir oppressant qu'elle vit, mais une paisible lumière. Ce n'étaient pas les lumières de la chambre qui éclairaient dehors, c'était la lumière du matin. Elle voyait l'image floue, légèrement déformée, d'une chambre d'enfant avec des rideaux à carreaux un peu froissés. Il y avait un berceau, mais il était vide. Il y avait un parc de bébés, vide. Un mobile fait de papillons de plastique de couleur vive, agité seulement par le vent. L'angoisse posa ses mains glacées sur son cœur. Les autres la virent sur son visage, mais ne la comprirent pas. Ils ne virent rien par la fenêtre, à part un carré de gazon éclairé par un lampadaire. « Mais où est le bébé » demanda Fran d'une voix rauque. « Stuart n'est pas le père du bébé, ma petite fille, mais sa vie est entre les mains de Stu et dans celles de Dieu. Ce petit aura 4 pères, si Dieu lui permet de respirer. »« De respirer » fit Fran. « Dieu n'a pas voulu que je sache, » murmura mère Abigail. La chambre d'enfant vide avait disparu. Fran ne voyait plus que la noirceur, et maintenant l'angoisse serrait les poings, écrasait son cœur battant. « Le démon a appelé sa fiancée, et il veut lui donner un enfant. Laissera-t-il ton enfant vivre ?» dit mère Abigail dans un souffle. « Oh, assez » gémit Franny, en se cachant la figure dans les mains. Silence, profond silence, comme de la neige épaisse dans la chambre. Glenn fouillait des yeux l'obscurité. Lucie caressait de sa main droite le col de son peignoir. Ralph taquinait distraitement la plume de son chapeau qu'il tenait à la main. Stu regardait Franny, mais il ne pouvait la rejoindre, pas maintenant. Un instant, il pensa à cette femme, celle qui s'était furtivement touché les yeux, les oreilles et la bouche à l'assemblée lorsqu'on avait mentionné le nom de l'homme noir. « Mère, père, épouse et mari, » chuchota mère Abigail. « Et dressé contre eux le prince des hauts lieux, le seigneur des matins sombres. J'ai péché par orgueil, vous tous avez péché par orgueil. N'avez-vous donc pas entendu qu'il ne fallait pas placer sa foi dans les seigneurs et princes de ce monde ?» Il la regardait. « La lumière électrique n'est pas la réponse, Stu. La radio ne l'est pas non plus, Ralph. La sociologie ne mènera à rien, Glenn. Te repentir d'une vie qui s'est depuis longtemps refermée comme un livre n'empêchera rien, Larry. Et ton petit garçon ne l'arrêtera pas non plus, Fran. La mauvaise lune s'est levée. On ne propose rien sous le regard de Dieu. » Elle les regarda tour à tour. « Dieu disposera comme il le juge bon. Vous n'êtes pas le potier, mais l'argile du potier. Peut-être l'homme de l'Ouest est-il le tour sur lequel vous serez modelé. Je ne suis pas autorisé à le savoir. » Une larme, étonnante dans ce désert de mort, perla au coin de son œil gauche et roula le long de sa joue. « Mais mère, qu'est-ce qu'il faut faire » demanda Ralph. « Approchez-vous tous, dit-elle. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je m'en vais retrouver la gloire, et jamais un être humain n'a été plus près que moi aujourd'hui. Approchez-vous. » Ralph s'assit au bord du lit. Larry et Glenn restèrent debout tout à côté. Fran se leva en faisant une grimace, et Stu lui approcha une chaise pour qu'elle s'installe à côté de Ralph. Elle s'assit et serra la main de Stu dans ses doigts froids. «
Dieu ne vous a pas réunis pour former un comité ou une communauté, dit mère Abigail. S'il vous a amené ici, c'est uniquement pour vous envoyer plus loin, pour entreprendre une quête. Il veut que vous tentiez de détruire ce prince noir, cet homme des lieux lointaines. Un silence pesant, puis mère Abigail soupira. Je pensais que Nick devait être votre chef, mais il l'a pris. Même s'il reste encore quelque chose de lui, à mon avis, quelque chose encore. Mais tu dois être le meneur, Stu, et s'il veut prendre Stu, alors, Larry, tu devras mener. Et s'il te prend toi aussi, ce sera le tour de Ralph. On dirait que je suis la lanterne rouge, commença Glenn. Qu'est-ce que vous... Mener le coupa Fran d'une voix glacée. Mais mener où? À l'ouest, petite fille, répondit mère Abigail. À l'ouest? Et toi, tu ne dois pas y aller. Seulement les 4 que j'ai nommés. Oh non! Cria Fran en se levant malgré sa souffrance. Qu'est-ce que vous dites? Qu'ils doivent tous les 4 se livrer à lui, se mettre entre ses mains, le cœur, l'âme et les entrailles de la zone libre, pour qu'il puisse les crucifier et descendre ici l'été prochain tuer tout le monde? Oh non, je ne veux pas que mon homme soit sacrifié à votre dieu assassin, qu'il aille se faire foutre. Ses yeux lançaient des éclairs. Franny! S'exclama Stu. Dieu assassin! Dieu assassin! Continua Franny en sifflant comme un serpent. Des millions, peut-être des milliards morts de la super grippe, et ensuite encore des millions. Nous ne savons même pas si les enfants vont vivre, et il n'en a pas encore assez. Faut-il que ça continue jusqu'à ce que les rats et les cancrelats deviennent les maîtres de la terre? Il n'est pas Dieu, c'est un démon, et vous êtes sa sorcière. Arrête, Franny, dit Stu. Oh, comme tu voudras, dit-elle. J'ai terminé de toute façon. Je veux m'en aller. Ramène-moi à la maison, mais pas à l'hôpital, à la maison. Nous allons d'abord écouter ce qu'elle veut nous dire, dit Stu. Bon, très bien, dit Fran. Alors écoute pour moi aussi, moi je m'en vais. Petite fille, fit mère Abigail. Ah, ne m'appelez pas comme ça, répondit Fran. La main de la vieille femme bondit en avant et se referma sur le poignet de Fran. Fran se figea, ses yeux se fermèrent, elle renversa d'un coup la tête en arrière. Non! Oh mon Dieu! Stu! Assez, rugit Stu. Qu'est-ce que vous lui faites? Mais mère Abigail ne répondit pas. Le moment parut s'éterniser, s'étirer dans une poche d'éternité, puis la vieille femme lâcha la main de Fran. Lentement, comme hébété, Fran commença à masser le poignet que mère Abigail avait pris. Pourtant, on n'y voyait aucune marque rouge, aucune trace de doigt. Soudain, les yeux de Fran s'élargirent. « Chérie ?» demanda Stu, inquiet. « Parti, » murmura Fran. « Qu'est-ce que t'as dit ?» Stu regardait autour de lui, comme si les autres avaient pu l'aider à comprendre. Glenn ne put que hocher la tête, son visage était blanc, ses traits tirés. « La douleur, mon mal de dos, il est parti, » dit Fran en regardant Stu. « Complètement parti? Regarde !» Elle se pencha et se toucha le bout des pieds, une fois, 2 fois. Puis elle se pencha une 3e fois et posa ses mains à plat sur le plancher sans fléchir les genoux. Elle se releva, et ses yeux croisèrent ceux de mère Abigail. « Votre Dieu essaye de m'acheter, dit Fran. Si c'est ça, il peut reprendre son cadeau. Je préfère souffrir et garder Stu. Dieu n'achète pas les gens, mon enfant, chuchota mère Abigail. Il se contente de faire un signe et laisse les gens l'interpréter comme ils veulent. Stu n'ira pas à l'ouest, répondit Fran. Assieds-toi, dit Stu. Écoutons ce qu'elle veut nous dire. Fran s'assit, ahuri et incrédule, complètement perdu. Ses mains ne pouvaient s'empêcher d'aller palper le creux de ses reins. « Vous devez vous en aller à l'ouest, » murmura mère Abigail, « sans eau et sans nourriture. Vous devez partir aujourd'hui, dans les vêtements que vous portez. Vous devez partir à pied. Je sais que l'un d'entre vous n'arrivera pas à destination, mais j'ignore quel est celui qui tombera. Je sais que les autres seront emmenés devant cet homme, ce Flag, qui n'est pas un homme en vérité, mais un être surnaturel. Je ne sais pas si Dieu veut que vous remportiez la victoire, et je ne sais pas si Dieu veut que vous reveniez jamais à Boulder. Il ne m'est pas donné de voir ces choses, mais il est à Las Vegas, et vous devez aller là-bas, car c'est là-bas qu'aura lieu l'affrontement. Vous irez, et vous ne craindrez pas,
car vous aurez pour vous appuyer le bras éternel du Seigneur, Dieu des armées. Oui, avec l'aide de Dieu, vous tiendrez bon. » Elle hocha la tête. « Voilà, c'est tout. J'ai dit ce que j'avais à dire. »« Oh non, murmura Fran, c'est impossible. »« Mère, dit Glenn d'une voix si étranglée qu'il dut se racler la gorge. Mère, nous ne comprenons pas comme vous pouvez comprendre. Nous n'avons pas cette intimité que vous possédez avec celui qui domine ces choses. Nous ne sommes pas faits ainsi. Fran a raison. Si nous allons là-bas, nous serons massacrés, probablement par les premiers gardes que nous rencontrerons. N'avez-vous donc pas 2 yeux demanda mère Abigail. Vous venez de voir que Dieu a guéri Fran de son mal par mon intermédiaire. Pensez-vous que son plan soit de vous laisser massacrer par le dernier des laquais du prince noir? Mais mère, commença Glenn. Non, fit-elle en l'interrompant d'un geste de la main. Mon rôle n'est pas de discuter avec vous, ni de vous convaincre, mais seulement de vous aider à comprendre les projets de Dieu. Écoutez, Glenn. Et tout à coup, de la bouche de mère Abigail sortit la voix de Glenn Batman. Fran poussa un petit cri et se colla contre Stu. « Mère Abigail l'appelle la créature de Satan », disait cette voix forte et masculine qui montait de quelque part dans la poitrine creuse de la vieille femme et sortait par sa bouche édentée. Peut-être n'est-il que le dernier magicien de la pensée rationnelle, celui qui rassemble les outils de la technologie contre nous. Peut-être est-il bien davantage, bien plus sombre. Je sais seulement qu'il est, et je ne crois plus que la sociologie, que la psychologie ou qu'une autre discipline vienne jamais à bout de lui. Je crois seulement que la magie blanche y parviendra. Glenn était bouche bée. Est-ce la vérité, ou ces paroles sont-elles d'un menteur demanda mère Abigail. Oh, je ne sais pas si c'est la vérité, mais c'est bien ce que j'ai dit, répondit Glenn d'une voix tremblante. Ayez confiance, reprit-elle. Ayez tous confiance. Larry, Ralph, Stu, Glenn et Fran. Surtout toi, Fran. Ayez confiance et obéissez à la parole de Dieu. Avons-nous vraiment le choix demanda Larry d'une voix remplie d'amertume. Elle se tourna vers lui, surprise. Le choix? Il y a toujours le choix, Larry. Ainsi Dieu a-t-il toujours procédé, ainsi le fera-t-il toujours. Vous conservez votre libre arbitre, faites comme vous voulez. Vos jambes ne sont pas prises dans des chaînes, mais vous savez maintenant ce que Dieu attend de vous. Ce silence à nouveau, comme de la neige épaisse. Ralph fut le premier à se décider à parler. La Bible raconte que David a fait sa fête à Goliath. Je vais aller là-bas, si vous dites qu'il le faut, mère. Elle lui prit la main. Moi aussi, fit Larry. Oui, moi aussi. Il soupira et se posa les mains sur le front comme s'il avait mal. Glenn ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais avant qu'il ait eu le temps de parler, un gros soupir monta d'un coin de la chambre, suivi d'un choc sourd. C'était Lucie, tout le monde l'avait oubliée, elle s'était évanouie. L'aube effleurait le bout du monde. Ils étaient assis autour de la table de cuisine de Larry, devant des tasses de café. Il était 5h moins 10 quand Fran apparut à la porte. Son visage était bouffi par les larmes, mais elle ne boitait plus du tout. Elle était effectivement guérie. « Je pense qu'elle s'en va, » dit Fran. Ils se rendirent tous dans la chambre. Larry passa son bras autour de la taille de Lucie. Mère Abigail respirait avec un affreux bruit creux et liquide qui rappelait la supergrippe. Ils se mirent autour du lit, silencieux, respectueux et effrayés. Ralph était sûr que quelque chose se produirait, à la fin, qu'il leur montrerait à tous la puissance de Dieu dans toute sa nudité et sa majesté. Elle s'en irait dans un éclair de lumière, emportée par lui, où il verrait son esprit transfiguré, radieux, s'échapper par la fenêtre et monter au ciel. Mais, en fin de compte, elle ne fit que mourir. Une dernière respiration, après des millions et des millions. La poitrine de la vieille dame se souleva, s'immobilisa, puis laissa finalement l'air s'échapper, et elle ne se releva plus. « C'est fini, murmura Stu. « Que Dieu ait pitié de son âme, dit Ralph, soulagé. Il lui croisa les mains sur son ventre, si plat, et ses larmes tombèrent sur elle. « Je vais y aller, dit tout à coup Glenn. Elle avait raison. La magie blanche, c'est tout ce qu'il reste. »« Stu, murmura Franny. S'il te plaît, Stu, dis non. »
Ils le regardèrent, tous. « Maintenant, tu dois être le meneur, Stuart, avait-elle dit. Il se souvenait d'Arnett, de la vieille voiture de Charles Campion, avec son chargement de mort qui culbutait les pompes de Bill Abscombe comme une malveillante Pandore. Il se souvenait de Denninger et de Dates, de la manière dont il les avait associés dans son esprit à ces docteurs souriants qui leur avaient menti, menti et menti encore, à lui et à sa femme, et peut-être s'étaient-ils menti aussi à eux-mêmes. Mais surtout, il pensait à Franny et à mère Abigail. « C'est ce que Dieu attend de toi, avait-elle dit. « Franny, je dois m'en aller, dit-il. « Oui, et mourir, ajouta-t-elle. Elle le regarda avec des yeux lourds d'amertume, presque remplis de haine, puis se tourna vers Lucie, comme si elle avait pu l'aider. Mais Lucie était bien loin, incapable de lui être d'aucun secours. « Si nous n'y allons pas, nous mourrons, dis-tu, en se persuadant lui-même au fur et à mesure qu'il parlait. Oui, elle avait raison. Si nous attendons, le printemps viendra, et ensuite, comment pourrons-nous l'arrêter? Nous ne savons pas. Nous n'en avons pas la moindre idée. Nous nous cachions la tête dans le sable. Nous ne pouvons pas l'arrêter, sauf, comme le dit Glenn, par la magie blanche ou la puissance de Dieu. » Franny se mit à pleurer à chaudes larmes. « Oh, Fran, arrête, je t'en supplie, dis-tu. » Il essaya de lui prendre la main. « Ne me touche pas, cria-t-elle. Tu es mort, tu es un cadavre, ne me touche pas. » Ils étaient encore autour du lit quand le soleil se leva. Stu et Franny partirent pour le mont Flagstaff vers 11 heures du matin. Ils s'arrêtèrent à mi-hauteur. Stu apporta le panier, tandis que Franny se chargeait de la nappe et de la bouteille de vin. C'était elle qui avait eu l'idée de ce pique-nique, mais un étrange silence s'était installé entre eux. « Aide-moi à mettre la nappe, s'il te plaît, » demanda Fran. « Et fais attention au chardon. » Ils s'étaient installés dans une petite prairie en pente, 300 mètres au-dessous du cirque Sunrise. Boulder s'étendait devant eux dans le brouillard bleuté. C'était encore une belle journée d'été. Fort, puissant, le soleil brillait de tout son éclat. Des criquets grinçaient dans l'herbe, une sauterelle bondit et Stu l'attrapa d'un geste vif de la main droite. Il la sentait sous ses doigts, cette petite bestiole terrorisée qui le chatouillait. « Crache, et je te laisse partir, » dit-il, se souvenant d'un jeu de son enfance. Il leva les yeux, Fran lui souriait tristement. Elle tourna brusquement la tête et cracha, et ce geste fit mal à Stu. « Fran !»« Non, Stu, ne parlons pas de ça, pas maintenant, » dit-elle. Ils étalèrent la nappe blanche que Fran avait empruntée à l'hôtel Bouldorado, et sans un geste inutile, il se sentait bizarre à la voir se baisser avec grâce et souplesse, comme si sa colonne vertébrale ne lui avait jamais fait mal. Elle disposa sur la nappe leur pique-nique, salade de laitue et de concombres, sandwich au jambon, une bouteille de vin et une tarte aux pommes pour le dessert. « J'ai l'estomac dans les talons, dis-tu. On attaque ?» Il s'assit à côté d'elle, prit un sandwich et un peu de salade. Il n'avait pas vraiment faim. Il avait mal, mais il mangea. Lorsqu'ils eurent tous les deux avalé un minuscule sandwich et presque toute la salade, elle était vraiment délicieuse. Plus une petite part de tarte aux pommes, elle se tourna vers lui. « Quand est-ce que tu pars ?»« À midi, » répondit-il. Puis il alluma une cigarette en abritant la flamme dans le creux de ses mains. « Il te faudra combien de temps pour arriver là-bas ?»« À pied, je n'en sais rien, » répondit-il en haussant les épaules. « Et Glenn n'est plus tout jeune, Ralph non plus d'ailleurs. Si nous faisons 50 kilomètres par jour, nous devrions arriver vers le 1er octobre, je suppose. »« Mais si la neige commençait très tôt cette année dans les montagnes, » demanda Fran, « ou dans l'Utah ?» Stu haussa encore les épaules en la regardant dans les yeux. « Tu reveux un peu de vin ?» demanda-t-elle. « Non merci, je le trouve un peu acide. » Fran se servit un autre verre et le vida presque aussitôt. « À ton avis, est-ce qu'elle était la voix de Dieu, Stu ?» demanda Fran. « Oh, Fran, je n'en sais vraiment rien, » répondit-il. « Nous avons rêvé d'elle, et elle était la voix de Dieu, » reprit Fran. « Tout ce truc fait partie d'un jeu stupide, tu ne crois pas? Tu as déjà lu le livre de Job ?»« Oh non, je n'ai jamais été très porté sur la Bible, » répondit Stu. « Moi, ma mère l'était, » dit Fran. « Elle voulait absolument nous donner une certaine culture religieuse à mon frère Fred et à moi. Elle n'a jamais dit pourquoi. Ça ne m'a servi qu'à une seule chose, autant que je sache. Je pouvais toujours répondre aux questions sur la Bible dans les jeux à la télévision. Il y en avait un qui fonctionnait à l'envers. On te donnait la réponse et tu devais trouver la question. Quand il s'agissait de la Bible, je trouvais toutes les questions.
Job était l'enjeu d'un pari entre Dieu et le démon. Le démon dit « D'accord, il te prie, mais il se la coule douce. Si tu lui fais la vie dure suffisamment longtemps, il va te tourner le dos. » Dieu accepta le pari. « Et Dieu a finalement gagné ?» fit-elle avec un sourire éteint. « Dieu gagne toujours. »« Ah, c'est peut-être un pari, répondis-tu, mais il s'agit de leur vie à eux, de la vie de tous ces gens qui sont maintenant à Boulder, ainsi que celle du petit que tu as dans ton ventre. Elle a bien dit que c'était un garçon, non ? » « Je sais plus, elle n'a même pas pu me rassurer à son sujet, dit Fran. Si elle l'avait fait, simplement ça, j'aurais eu moins de mal à te laisser partir. Stu ne trouva rien à dire. Il n'est pas loin de midi, dit Fran. Tu veux bien m'aider à ramasser ? Le pique-nique, à moitié intact, retourna dans le panier d'osier avec la nappe et le reste du vin. Stu regarda l'endroit où il s'était assis. Il ne restait plus rien, sauf quelques miettes que les oiseaux viendraient bientôt picorer. Lorsqu'il leva les yeux, Franny le regardait, en larmes. Il s'approcha d'elle. « Oh, ça va, dit-elle. C'est que je suis enceinte, et j'ai toujours les larmes aux yeux. Je ne peux pas m'en empêcher, on dirait. »« Ah, c'est normal, dit Stu. »« Stu, fais-moi l'amour, demanda Fran. »« Quoi ? Ici ? Maintenant ?» Elle hocha la tête, puis sourit doucement. « Oui, nous serons très bien, à condition de faire attention au chardon. » Et ils redéplièrent la nappe. Quand ils descendirent de la montagne, elle lui demanda de s'arrêter devant la maison qui avait été celle de Ralph et de Nick. 4 jours déjà que la bombe avait explosé, tout l'arrière de la maison avait disparu. Un radio-réveil digital était perché au sommet de la haie du fond. À côté, le canapé qui était tombé sur Franny. Une flaque de sang avait séché sur les marches de l'escalier de la cuisine. Fran la regardait fixement. « Est-ce que tu crois que c'est le sang de Nick ?» demanda Fran. « Pourquoi est-ce que tu veux savoir ?» demanda Stu. « Est-ce que c'est son sang ?» insista-t-elle. « Écoute, j'en sais rien, peut-être. »« Pose la main dessus, Stu, » demanda Fran. « Mais Fran, t'es devenue folle ?» Il vit apparaître sur son front cette petite ride volontaire qu'il avait remarquée là-bas dans le New Hampshire. « Mets la main dessus, » répéta-t-elle. À contre-cœur, Stu posa la main sur la tache. Il ignorait si c'était le sang de Nick, sans doute pas, mais ce geste lui laissa une impression désagréable, pénible même. « Maintenant, jure-moi que tu vas revenir, » dit Fran. La marche semblait vraiment trop chaude à cet endroit. Il voulut retirer sa main. « Fran, comment veux-tu ? Dieu ne peut pas toujours en faire à sa tête, » le coupa-t-elle d'une voix sifflante. « Oh non, quand même pas toujours. Allez, jure, Stu, jure-le. »« Franny, je jure d'essayer, » dit Stu. « Oh, je vais devoir me contenter de ça, n'est-ce pas ? » « Allez, il faut aller chez Larry, » dit Stu. « Oui, je sais, » dit-elle en resserrant son étreinte. « Dis-moi que tu m'aimes. »« Tu le sais bien, » dit Stu. « Oui, je sais, mais dis-le quand même, je veux l'entendre. »« Fran, je t'aime, » dit-il en la prenant par les épaules. « Merci, » répondit-elle en posant la joue sur son épaule. « Je peux te dire au revoir maintenant. Je crois que je peux te laisser partir. » Ils restèrent un moment enlacés dans la cour dévastée par l'explosion. Du haut de l'escalier de la maison de Larry, Franny et Lucie assistèrent au départ. Les 4 hommes restèrent un moment sur le trottoir, sans sac à dos, sans sac de couchage, sans matériel, se conformant aux consignes qu'ils avaient reçues. Tous avaient mis de grosses chaussures de marche. « Au revoir, Larry, » dit Lucie, très pâle. « Souviens-toi, Stu, » dit Fran. « Souviens-toi de ce que tu as juré. »« Oui, je m'en souviendrai, » répondit-il. Glenn mit 2 doigts dans sa bouche et siffla. Kojak, qui inspectait une grille d'égout, arriva au petit trot. « Allons-y, » dit Larry, « avant que je me dégonfle. » Il était aussi pâle que Lucie, ses yeux étaient très brillants, comme s'il allait pleurer. Stu envoya un baiser en l'air, geste qu'il ne se souvenait pas d'avoir fait depuis l'époque où sa mère l'a accompagné à l'arrêt de bus quand il allait à l'école. Fran agita la main. Elle sentit encore les larmes monter, chaudes et brûlantes. Mais elle parvint à se retenir, et ils partirent, tout simplement. Ils avaient déjà fait une 50aine de mètres, et quelque part, un oiseau se mit à chanter. Le soleil de midi était doux, paisible. Ils arrivèrent au coin de la rue. Stu se retourna et agita la main. Larry aussi. Fran et Lucie les imitèrent. Ils traversèrent la rue. Ils étaient partis. Perdue, terrorisée, Lucie avait le teint cireux.
Mon Dieu, murmura-t-elle. Rentrons, dit Fran, je vais faire du thé. Elles rentrèrent, Fran mit de l'eau à chauffer, et l'attente commença. Tout l'après-midi, les 4 hommes avancèrent lentement en direction du sud-ouest, échangeant à peine quelques mots. Ils se dirigeaient vers Golden, où ils allaient passer leur première nuit. Ils dépassèrent les 3 sites où les cadavres de Boulder avaient été enfouis, et vers 4 heures, quand leurs ombres commencèrent à s'allonger derrière eux, et que la chaleur du jour se fit plus timide, ils arrivèrent devant un panneau qui indiquait la limite du canton de Boulder. Un instant, Stu eut l'impression qu'ils étaient tous sur le point de faire demi-tour et de rentrer. Devant eux les attendaient le noir et la mort. Derrière eux, ils laissaient un peu de chaleur, un peu d'amour. Glenn sortit un foulard de cachemire de la poche de son pantalon et en fit un bandeau qu'il noua autour de sa tête. Chapitre 43. Le sociologue met son bandeau de pirate, dit-il d'une voix d'outre-tombe. Devant eux, Kojak gambadait parmi les fleurs des champs. J'ai l'impression que c'est la fin de tout, dit Larry, d'une voix qui était presque un sanglot. Oui, je sens la même chose, fit Ralph. Vous ne voudriez pas faire une petite pause dans 5 minutes demanda Glenn, sans grand espoir. Allons, répondit Stu avec un pauvre sourire. Les sociologues n'ont donc jamais envie de mourir? Ils continuèrent, laissant Boulder derrière eux. À 9 heures du soir, ils étaient installés à Golden, à 1 kilomètre de l'endroit où la route 6 commençait à serpenter le long d'un gros torrent avant de s'enfoncer dans le cœur de pierre des Rocheuses. Aucun d'eux ne dormit bien cette nuit. Ils se sentaient déjà loin de chez eux, dans l'ombre de la mort.